Le texte que nous allons analyser est un poème de Blaise Cendrars, poète du début du XXe siècle, poète et romancier, dont le nom Blaise Cendrars est un pseudonyme, puisqu'en réalité il s'appelle Frédéric Sauzers. Et ce pseudonyme évoque, à travers les mots cendre et blaise qui rappelle la braise, le phénix, cet animal qui renaît de ses cendres. Donc il y a bien l'idée ici de la poésie comme un art qui redonne vie chez Cendrars. Un art qui finalement est quasiment vital. Et on le voit déjà dans ce poème qui fait partie de ses tout premiers écrits, publié en 1913, qui s'appelle La prose du Transsibérien. La prose du Transsibérien, en l'occurrence, a été publiée avec des peintures de Sonia Delaunay qui permettent de compléter le texte. Le texte donc apparaît éparse sur la page et des aplats de couleurs de Sonia Delaunay viennent compléter la page, comme si texte et peinture se réunissaient dans une sorte d'union des arts. Et ce que nous allons analyser, c'est le début du poème, dans lequel il présente cet épisode de son adolescence où il se retrouvait en Russie. Et on a cette ardeur qui caractérise l'adolescence, mais qui caractérise aussi le poète et la création artistique chez Blaise Cendrars. En ce temps-là, j'étais en mon adolescence. J'avais à peine 16 ans, et je ne me souvenais déjà plus de mon enfance. J'étais à 16 000 lieues du lieu de ma naissance. J'étais à Moscou, dans la ville des 1003 clochers et des 7 gares, et je n'avais pas assez des 7 gares et des 1003 tours, car mon adolescence était si ardente et si folle que mon cœur tour à tour brûlait comme le temple d'Éphèse ou comme la place rouge de Moscou, quand le soleil se couche. Et mes yeux éclairaient des voix anciennes, et j'étais déjà si mauvais poète que je ne savais pas aller jusqu'au bout. Le Kremlin était comme un immense gâteau tartare croustillé d'or, avec les grandes amandes des cathédrales toutes blanches et l'or mielleux des cloches. Un vieux moine me lisait la légende de Novgorod. J'avais soif, et je déchiffrais des caractères cunéiformes. Puis tout à coup, les pigeons du Saint-Esprit s'envolaient sur la place, et mes mains s'envolaient aussi, avec des bruissements d'albatros. Et ceci, c'étaient les dernières réminiscences du dernier jour, du tout dernier voyage et de la mer. Nous nous demanderons donc comment ce poème, à travers le voyage, exprime le désir de liberté de l'adolescent et du poète. Et nous étudierons ce poème en 2 mouvements. Le premier mouvement du vers 1 jusqu'au vers 9 montre le poète qui se souvient de son adolescence avide du monde. Et le deuxième mouvement, du vers 10 jusqu'à la fin, montre le poète qui parle de lui et de son écriture à travers ses souvenirs. Tout d'abord, nous pouvons observer que ce poème surprend immédiatement par sa forme. La ponctuation est rare, presque inexistante, les vers sont libres, alors que le titre annonçait de la prose, et il n'y a pas de rime régulière malgré des assonances. Nous pouvons y voir ici la volonté du poète de libérer son écriture. Dans les premiers vers, nous avons immédiatement un retour en arrière, une remémoration du poète qui allie son adolescence avec l'enfance et la naissance. Mais nous pouvons remarquer que cette adolescence dans laquelle il se situe, en ce temps-là j'étais en mon adolescence, est distinguée d'enfance et naissance puisque il y a un vers qui les sépare. Alors que enfance et naissance sont toutes les deux à la rime l'une après l'autre, adolescence est un peu isolée. Et le vers qui les sépare se termine par le contre-rejet « je ne me souvenais ». Donc on voit ici qu'il y a une forme de rejet de cette enfance, de ses origines, par l'adolescent qui veut s'émanciper. Nous pouvons aussi remarquer dès le début ce rythme heurté, mais assez marqué avec des répétitions. Je ne me souvenais déjà plus de mon enfance. Alors, adolescence, enfance, naissance, les répétitions du son ans et la répétition de lieu, j'étais à 16 000 lieues du lieu de ma naissance. Tout cela donne un peu l'impression d'un rythme régulier qui serait celui du train qui emmène l'adolescent, le train qui est le transsibérien, et qui emmène aussi le lecteur et le poète. Nous pouvons remarquer aussi que la distance est marquée par la répétition, l'homophonie de lieu,
l'unité de mesure et de lieu le nom qui désigne l'endroit. Et cette adolescence est marquée par, non pas un strict rejet, mais en tout cas une volonté de s'émanciper du cadre ancien, puisque nous remarquons dans le vers 5 un chiasme, vers 5 et 6, dans lesquels les 1003 clochers et 1003 tours encadrent les 7 gares. Ce chiasme montre l'enfermement dans lequel se trouve le poète, dans lequel se trouve la modernité des gares, qui vont essayer de faire exploser ce carcan. En même temps, nous le verrons, il n'y a pas non plus une stricte opposition au passé, mais plutôt un besoin d'en sortir, de trouver une porte pour s'ouvrir vers l'avenir. D'ailleurs, la modernité est ici représentée par les gares, et les gares, c'est le train, c'est non seulement un symbole de la modernité, mais en plus un moyen de locomotion vers l'avant. Et il explique cela d'ailleurs avec l'indication de la cause, car mon adolescence. Et on voit ici qu'il présente son adolescence comme un lieu d'ardeur, d'excès, d'enthousiasme, puisque nous avons le verbe d'intensité si, était si ardente et si folle, qui est répété 2 fois, pour les adjectifs ardente et folle, donc des adjectifs qui marquent là aussi l'excès. Et nous avons aussi tout le champ lexical de la lumière et du feu surtout, avec ardente qui vient de ardere en latin, brûler, le verbe brûler tout simplement, la couleur rouge et le soleil. Tout cela évoque cet âge qu'est l'adolescence, âge où les excès brûlent la vie. Nous voyons aussi que déjà il se situe dans... en tout cas son cœur cherche à englober toutes les périodes et tous les lieux possibles, puisqu'il réunit dans son cœur, dans l'image de son cœur, le temple d'Éphèse et la place rouge de Moscou, qui sont non seulement lointains géographiquement, et en plus font référence à 2 périodes différentes, la Russie des Tsars, mais plutôt moderne, avec la place rouge, et l'Antiquité grecque avec le temple d'Éphèse. Nous arrivons au deuxième mouvement où le poète va en fait davantage parler de sa poésie et de lui en tant que poète. Et on le voit dès le vers 10, puisque l'image des yeux qui éclairent des voies anciennes renvoie au phare de la locomotive, comme si le poète avait la capacité de voir, grâce à ses yeux qui seraient particuliers, dans une image complètement onirique, ce que les autres ne peuvent pas voir. On retrouve un peu l'image du prophète qu'il y avait chez Victor Hugo, sauf qu'au lieu d'éclairer l'avenir, il éclaire les voies anciennes. Cela rejoint ce que je vous avais dit, c'est-à-dire qu'ici, il n'y a pas une rupture avec le passé, mais plutôt un éclairage du passé pour aller vers l'avant. Il éclaire les voies anciennes, mais il prend le train pour avancer. Et d'ailleurs, juste après, en disant « J'étais déjà si mauvais poète que je ne savais pas aller jusqu'au bout », avec l'adverbe déjà qui indique que c'est quelque chose qui dure encore, on voit qu'il se qualifie de mauvais poète. Mais mauvais poète sans doute par rapport à la norme classique. Et d'ailleurs, quand il dit qu'il ne savait pas aller jusqu'au bout, on peut penser à la mise en page de son poème, où le poème ne va pas jusqu'au bout des lignes, puisque ce sont des vers libres, mais qu'en fait le bout des lignes est atteint par la poésie, par la peinture. Donc finalement, sa poésie seule ne suffit pas à aller jusqu'au bout des lignes, il a besoin de la peinture, il cherchait déjà cette union des arts. Et sa poésie se fait virevoltante, se fait brillante avec les images culinaires qui évoquent un peu l'enfance. Le Kremlin était comme un immense gâteau tartare croustillé d'or, avec les grandes amandes des cathédrales toutes blanches, une comparaison, une métaphore culinaire, l'or mielleux des cloches aussi. Et d'ailleurs, nous voyons aussi une certaine invention lexicale, puisque croustillé d'or ou l'or mielleux des cloches sont 2 utilisations fautives du verbe croustiller qui normalement ne s'utilise pas au passif, et de l'adjectif mielleux qui normalement désigne plutôt un caractère et ne crée pas forcément un lien avec le miel. Donc on voit ici cette inventivité qui est celle du poète et qui est celle qu'il veut déjà atteindre dans sa poésie. Et on a une sorte ensuite de mélange des époques, puisqu'on a un vieux moine qui évoque le passé, qui lit une légende associée à Novgorod, une ancienne ville de la Russie des Tsars,
Tout cela évoque le passé, sauf que la légende de Novgorod est un poème qu'écrira Sandrar après son voyage en Russie. Donc il y a une sorte de mélange des époques qui se crée ici et qui montre que le poète, ici, allie passé et avenir. Et d'ailleurs, c'est parce qu'il a soif du monde entier, de toutes les époques. Il le dit, j'ai soif, et cette soif, en fait, est une soif absolue. D'ailleurs, il n'y a pas de complément. Il n'explique pas de quoi il a soif. C'est une soif qui est aussi bien celle de la connaissance, avec la légende de Novgorod et après les caractères cunéiformes, ou le temple d'Éphèse, la place rouge de Moscou, mais une soif aussi de poésie, une soif de liberté. Et on voit encore ce caractère du poète qui est capable de comprendre ce que les autres ne comprennent pas à travers le verbe déchiffrer et l'image des caractères cunéiformes qui sont des caractères très anciens, qui évoquent donc non seulement un passé qui fait rêver, qui transporte, mais aussi une langue que le commun des mortels ne peut déchiffrer. Et on voit à nouveau ici, enfin dans les vers 20 et 21, cette image de l'envol de la poésie et du poète avec les pigeons du Saint-Esprit qui s'envolent sur la place et qui sont associés aux mains qui s'envolent aussi. Donc le Saint-Esprit évoque ici l'inspiration, sauf qu'ici on a une inspiration urbaine avec les pigeons au lieu des colombes du Saint-Esprit. Et les mains qui s'envolent évoquent l'outil du poète, les mains qui s'envolent vers l'au-delà, qui s'envolent c'est le mouvement de la liberté, l'envol. Et d'ailleurs l'albatros évoque l'albatros de Baudelaire, donc l'image du poète. Et la fin du poème se marque par un rythme descendant. C'était les dernières réminiscences du dernier jour, du tout dernier voyage et de la mer, avec aussi la répétition du mot dernier, qui insiste sur cette fin. Ainsi, nous avons pu voir que tout ce poème est lié par cette avancée vers l'avant du poète qui cherche à se libérer du passé sans pour autant s'en séparer complètement, qui cherche à réinventer sa poésie. Une poésie qui soit moderne. Et on peut voir aussi ici dans ce poème l'amour du voyage que l'on trouve dans des poèmes par exemple de Baudelaire avec l'invitation au voyage de Baudelaire, mais aussi cet amour de la liberté que l'on trouve chez Apollinaire par exemple dans Zone, poème aussi en vers libre et qui évoque lui aussi toute la modernité. Voilà. Alors, j'ai pris trop de temps puisque j'ai tenu 12 minutes, donc je suis un très mauvais exemple. Là où j'ai perdu pas mal de temps, c'est l'introduction. J'ai essayé de ne pas prendre plus de 2 minutes 30 dans l'introduction avec tout compris, jusqu'à l'énoncé des parties. Là, l'introduction, j'étais à 3 minutes 30. Voilà. Bon, c'est la dernière vidéo que je vous fais. Donc c'est l'occasion aussi de vous dire au revoir, bon courage et n'hésitez pas surtout à m'envoyer des messages pour me dire quelle note vous avez eue et ça me fera plaisir, quelle que soit la note. Voilà. Et bonne journée, bon courage et bonnes vacances.